Je range mon bureau numéro 108 et alors plus que jamais ça va être un fourre-tout, ça risque d'être long, ça risque d'être pénible. Je vais chapitrer pour que vous puissiez aller éventuellement à des points précis où je parle d'un livre, où je lis des extraits d'un livre précis. Alors je ne sais pas très bien vers où ça va parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je ne fais quasiment pas de vidéos. J'ai fait quelques vidéos hors série. Avant-hier, on a fait une vidéo commune avec mon invité du jour, avant-hier, Claire Tastet, Vaucan Lettres. Ça a bien marché d'ailleurs, c'était assez rigolo comme expérience, il faudra qu'on recommence. Voilà, et puis surtout, bah, ça fait donc, comme je disais, plusieurs mois que je ne fais presque plus de vidéos. Je rends des livres où je range mon bureau. Et donc, comme je continue à lire et que je lis même énormément ces temps-ci, j'ai, je ne sais pas, 20, 25, 30 livres dont il faudrait que je parle et dont évidemment je ne pourrais pas parler. Alors, je vais commencer en plus par... Alors, c'est un livre que j'ai sorti quand même de mes étagères, donc il faut que je le range. Je vais commencer par quelque chose que j'avais fait il y a quelques temps. Pendant quelques vidéos, je range mon bureau, je m'étais mis à faire ça, à me dire, bah, tiens, vous voyez les Pléiades qu'il y a derrière, pour montrer que c'est pas quand même que juste le décor de mon bureau et que j'ai des Pléiades pour faire genre. J'avais commencé à explorer un peu mes Pléiades, puis j'avais arrêté parce que ces vidéos sont déjà très longues, donc ça les rallonge encore. Mais voilà, il se trouve que je viens de lire une des toutes nouvelles parutions, je vais en parler tout à l'heure, des éditions Projectile, La lettre à Matisse de Lionel Trouillot. D'ailleurs, c'est un livre qui faisait partie de l'unboxing de la vidéo avec Claire Tastet avant-hier. Et il se trouve que à plusieurs reprises, il cite Éluard, que Éluard, c'était quand j'étais enfant, mon poète préféré. Et voilà, le tome 2 des œuvres complètes d'Éluard, le tome 1, ça a été le premier Pléiade que j'ai eu, hein, donc il est quelque part derrière. Et puis le tome 2, je l'ai eu dans la foulée. Il était dédicacé par ma sœur, c'est ma sœur qui me l'avait offert, Delphine, coucou. Euh, Noël 86, vous voyez, donc j'avais 12 ans. Et donc voilà, je suis allé reprendre parce que Lionel Trouillot cite le temps, un quatrain du recueil Le temps déborde. Et, et en fait, bon, il y a une petite erreur d'ailleurs de mise en page parce qu'il y a le vers 3 et le vers 4 qui sont mis à la suite l'un de l'autre. Peu importe, ça n'a aucune importance. Donc je suis allé relire ça. D'ailleurs, j'ai bien revérifié. C'est bien le quatrain qui termine le recueil. Hein. Nous n'irons pas au but un par un, mais par deux. Nous connaissant par deux, nous nous connaîtrons tous. Nous nous aimerons tous et nos enfants riront de la légende noire où pleure un solitaire. Et puis, comme j'étais dans le tome 2, donc c'est les poèmes de la postérieure à la Seconde Guerre mondiale, c'est les 8 dernières années de la vie de Paul Éluard, mais il est très productif hein, à ce moment-là. Euh, je me suis reperdu un peu dans les poèmes politiques et je vais vous lire de 1er mai en 1er mai. Comme si nous étions les feuilles d'un même arbre, nous sommes rassemblés par le vent étouffant. Misère, c'est la nuit et guerre le déluge, du miroir qu'on nous tend ne reste que le plomb. Et ce n'est pas d'hier, mais de toujours, qu'on ose nous promettre au néant, nous qui rajeunissons à chaque bon baiser, comme à chaque printemps, nous qui puisons dans l'avenir notre lumière. D'un ciel mal étalé, nos maîtres sont marqués. Nous, notre force est nue, elle est une et première, toujours et pour demain sur terre, nous les hommes, nous ne connaîtrons plus que le poids du bonheur, le poids léger et doux des bourgeons et des fruits. Paul Éluard, poème politique, c'est à la page 232 du Pléiade, œuvre complète, ouais, tome 2. Et donc, justement, puisque je parlais de Lionel Trouillot, c'était même pas une transition rêvée, c'est vraiment totalement lié à ça. Donc, il s'agit de la collection des essais sur l'écriture des éditions Projectile. C'est la collection Quel est ce mystère d'écrire? Et dans cette collection, je vous ai parlé du texte d'Ananda Devi, Deux mâles et une marmite, publié en 2021. Non, allez, je perds pas mon temps à vous le montrer. Funambulé de Shehnaz Patel, dont j'avais aussi reparlé à propos des écrivaines mauriciennes. Il y a un texte de Jean-Pierre Siméon dont je crois que je n'ai pas parlé, j'ai pas tellement aimé ce texte-là. Et puis il y a un texte que je n'ai pas lu dans cette collection, c'est les fictions mahoraises de Darwesh Hilali Bakar. Bon, il faudra que je rattrape mon retard si j'essaie d'avoir un rapport exhaustif aux publications des éditions Projectile. Voilà, donc il s'agit d'une lettre à un enfant qui ne peut pas encore la lire,
dans laquelle d'ailleurs Lionel Trouillot parle de son expérience d'écrivain, de l'écriture, du rapport entre l'écriture des rapports entre l'écriture et la violence, entre l'écriture et la société, le fait que finalement l'idée principale, l'idée centrale de ce grand essai, de ce long essai sous forme de lettres, de ce bref essai sous forme de longues lettres, j'arrive pas à le dire, c'est que la littérature ne peut pas être gratuite. C'est-à-dire que la littérature est porteuse d'un poids qui est un poids historique, mais qui en même temps est le lieu, sinon d'une réconciliation, du moins d'une complexité. Et donc, il n'y a pas de gratuité, mais il n'y a pas de facilité non plus. Et donc, c'est sur cette ligne de crête un peu que Lionel Trouillot essaie de démontrer qu'il avance ou qu'il a avancé ou qu'il avance depuis plusieurs décennies en tant qu'écrivain. Je ne suis pas toujours d'accord ou toujours convaincu, mais bon, voilà, c'est une poétique, hein, c'est la présentation et la représentation par un discours épistolaire adressé d'une poétique. Peut-être que la question d'être d'accord ou pas n'est pas le sujet d'ailleurs. Voilà, donc ce sont de brefs chapitres. Alors c'est intéressant parce que c'est une lettre, mais le destinataire fictif, l'enfant lui répond. Donc il y a des questions en italique. Donc c'est une lettre, mais c'est aussi comme une sorte de fausse interview. Donc c'est un texte très, très étrange de ce point de vue-là et très, enfin, ça se lit bien de ce fait même aussi. Après, il y a des passages un peu abstraits qui ne sont pas faciles non plus à lire. Bon, parmi les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, un point de détail complet, mais la lecture qu'il fait de Lolita de Nabokov, je pense aussi que sur son rejet de Naipaul, il y aurait un petit peu à dire. Bon, c'est des points de dissonance qui sont sans grande importance en fait. Ça n'enlève rien au texte et à ce qu'il apporte. Bon, voilà, est-ce que je lis un extrait? Non, allez, peut-être que j'ai pas le temps en fait de lire des extraits ou que soit je parle du livre, soit je lis des extraits. Tiens, je pourrais faire ça aussi. Je suis en train d'improviser ma méthodologie, alors que c'est quand même la numéro 108. Ça fait quand même. Je devrais savoir comment faire ces vidéos, mais non, je ne sais pas. C'est sans doute comme l'écriture, ça se réinvente à chaque nouveau texte. Bon, bon, si je m'étais noté un truc que je voulais vous lire quand même. Attendez, si, ça y est, je vais y arriver. Je ressens cette obligation de participer au tracé de cette épopée des humbles, des vaincus. De qui parles-tu? On est en droit de poser la question à l'écrivain, de préférence au texte. La poser à l'écrivain en ferait une affaire de police, et en matière d'expression, la police a toujours tort. La poser au texte ouvre une discussion sur sa place dans les pratiques symboliques. J'ai conscience, et cela n'enlève rien au plaisir ni au goût du jeu, que l'enjeu de l'objet créé le déborde forcément, car il fait partie du vivant, et que rien dans le vivant n'échappe à la conversation sur le vivant. Écrire n'épuise pas, en tout cas pas pour moi, le rapport à l'écriture ni au monde. Quand j'écris, je suppose des carnets à des vaincus et j'essaye de les retranscrire. Je trouve cette phrase, enfin tout le passage que j'ai lu, et il commence avant d'ailleurs, hein, c'est un chapitre qui s'appelle De l'inégalité. Je trouve tout le passage, je trouve cette dernière phrase vraiment très très forte et vraiment bouleversante. Quand j'écris, je suppose des carnets à des vaincus et j'essaye de les retranscrire. Lionel Trouillot, La lettre à Matisse, ça vient de sortir aux éditions Projectile. Demandez-le à votre éditeur, à votre libraire, pardon, faites découvrir à vos libraires les éditions Projectile. Très facile à récupérer, hein, ils sont très bien diffusés. Ou distribués, je ne sais jamais lequel est lequel. Distribués, je ne sais plus, peu importe. Tiens, des livres qu'on m'a rendus, dont je vais pas parler du coup. Je les ai prêtés à un ami qui vient de me les rendre. Vive les corneilles de Frédéric Giguet, c'est sorti en janvier. J'en ai parlé en janvier, on passe, et c'est très chouette. Tale of the Bluebird de Nii Ahiquaye Parks. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est un texte que j'ai lu quasiment à sa sortie il y a une dizaine d'années, qui a été extraordinairement traduit par Sika Fakambi, notre quelque part édition Zulma, et que j'ai même enseigné en 2015-2016 en troisième année, Tale of the Bluebird. Voilà. Donc c'est un texte sur lequel j'essaie d'être un peu prosélyte, j'essaie de le faire lire. Là je l'ai fait lire à un ami, j'étais très content. Allez, on continue.
Allez, je vais essayer de passer vite. Un livre qui m'a été envoyé gratuitement, qui m'a été offert, merci, en service de presse en quelque sorte, grâce à la traductrice. La traductrice, c'est Fanny Quément. Et j'ai parlé à l'instant de Sika Fakambi, très très grande traductrice. Bah, Fanny Quément, c'est aussi une très très bonne traductrice. Je suis très honoré, moi, comme ça, d'être entouré de grandes figures. Et c'est voilà, c'est une jeune traductrice aussi, mais, euh, mais voilà, elle a je pense une très très belle carrière devant elle et j'aime beaucoup ses choix. Et donc là, c'est un petit texte aux éditions Rivage. Alors, il y a bien marqué Jack London, les joies du surf dessus, mais ce qui est vraiment important, ce qui devrait être d'ailleurs sur la couverture et pas sur la quatrième de couverture, c'est suivi d'un texte de Charmian London. Et en fait, Fanny Quément a choisi dans ce petit volume, c'est 7 euros, de la collection de poche Rivage Poche, d'assembler un texte de Jack London et un texte de sa femme, Charmian London. Et ça fait un diptyque vraiment très, 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 très intéressant. Et je vais peut-être juste vous lire un extrait du texte de Charmian London, histoire de la désinvisibiliser, puisqu'elle est un peu invisibilisée sur la couverture. Quand un Kanak à fière allure, nu à l'exception d'un pagne sculpté dans le bronze éclatant de son corps, né miraculeusement de ses eaux battantes et suffocantes, les bras en croix et les pieds ailés par l'envolée des embruns, on le regarde sans trouver les mots. Et ce n'est pas seulement la pure splendeur physique de l'exploit qui émeut de la sorte, ce qui illumine et façonne l'ensemble, c'est un esprit tout-puissant, de bravoure joyeuse et de liberté, la manifestation d'une âme presque visible, qui parcourt d'un long frisson d'émerveillement celles et ceux qui contemplent la beauté et le mystère de l'être humain. Que s'était-il exclamé déjà ce vieux philosophe d'Athènes? Il est bien des merveilles en ce monde, mais il n'en est pas de plus grande que l'homme. Alors sans totalement rabattre d'un regard un peu ethnocentré, c'est quand même super bien écrit visiblement. Je ne connais pas le texte anglais de Charmian London, qui doit être un peu difficile à trouver, je pense, par rapport à ceux de Jack London, mais voilà. Là, écoutez, ces deux textes, ils sont là. Alors si vous aimez le surf, et ou si vous aimez les époux London, une petite découverte, une petite idée de cadeau comme ça aussi, si vous avez des cadeaux à faire et que vos budgets sont un peu limités. C'est vraiment un petit texte, un double petit texte, très chouette. Tiens, une autrice que l'on a entendue à 2 reprises, avec qui on a pu rapidement discuter lors du fameux festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, l'objet de la dernière vidéo avec mon invité Claire Testé. Mireille Gagné, Bois de fer. Alors moi, je n'ai pas lu Frappe à bord, qui est le dernier livre de Mireille Gagné. C'était pour ce livre-là qu'elle venait principalement au festival Étonnant Voyageur. Elle en a parlé, elle en a très bien parlé. J'avais déjà envie de le lire parce que j'aime beaucoup Mireille Gagné. Bon, j'ai encore plus envie maintenant, mais notre exemplaire a été prêté. Claire, justement, l'a prêté. Donc, bon, je vais attendre qu'il revienne. C'est pas la lecture qui manque. Alors, Mireille Gagné, j'avais beaucoup aimé Le Lièvre d'Amérique, qui est paru il y a 4 ans, je crois. Et là, j'ai acheté De passage à Paris, en profitant un peu d'un passage dans les librairies d'occasion, son livre de 2022, Bois de fer, qui est considéré, qui est genré en quelque sorte en poésie, donc c'est censé être un poème. Alors c'est quand même un poème en prose, très étrange. Alors moi ça me fait penser un petit peu à ces longs poèmes, j'allais dire narratifs, non, qui ne sont pas narratifs non plus, ces longs poèmes exploratoires de Guy Evic. Alors Guy Evic, ça a été, je parlais d'Éluard tout à l'heure, Guy Evic à un autre moment, peut-être plus tard dans l'adolescence et jeune homme, ça a été une influence vraiment majeure pour moi. Et Guy Evic, en fait, dans les 20-30 dernières années de sa vie et de sa création poétique, il écrivait souvent des longs poèmes dans lesquels il creusait une idée sur 100, 150, 200 pages. Donc il y avait peut-être une centaine de poèmes qui creusaient le même motif. D'ailleurs, motif, je crois que c'est le titre d'un recueil de Guy Evic, ou peut-être que je m'en mêle les pinceaux, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que là, Mireille Gagné, son écriture m'a fait penser un peu à ce creusement que l'on trouve chez Guy Evic et puis aussi chez Henri Michaud. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une parenté d'écriture avec ce type de projet-là. Là où Mireille Gagné est totalement et radicalement différente de Guy Evic et même de Michaud, mais un petit peu moins de Michaud du coup, c'est dans son invention d'une figure dont on ne comprend jamais totalement. C'est là où c'est plus certainement un poème qu'un récit, encore que ça pourrait être, il pourrait y avoir la même ambivalence dans un récit, c'est le fait que la narratrice est un arbre. Et donc,
on ne sait pas, et c'est en fait parce que c'est tout ça à la fois, on ne sait pas si c'est une femme arbre, une femme qui est déjà métamorphosée en arbre, ou si c'est une femme qui a des caractéristiques végétales, et tout ça est livré comme ça, avec un point de départ qui est très clair, hein. Si un jour, c'est le premier texte, hein, alors il y a des numérotations, si un jour vous m'aviez dit que je me métamorphoserais en arbre, j'aurais amorcé des recherches plus exhaustives sur les différentes espèces et leurs caractéristiques, afin de connaître celle qui a le cœur le plus dur. Fragment 2. Tout a commencé il y a quelques semaines, sorti de nulle part des taches, plein de taches, jaunes, oranges, mauves, rouges et écarlates. Depuis, j'ai beau retourner ma peau dans tous les sens, l'asperger d'eau de javel, la faire tremper avec de l'oxycline, la gratter. Point. Donc Gébo, déjà, il y a Gébo qui semble appeler une principale, on n'a pas. Point. Les meurtrissures ne veulent pas disparaître. Bien au contraire, elles s'accroissent chez le psy. Et le psychanalyste, le psy, il revient, pas très souvent, mais il revient régulièrement. Et on comprend que voilà, c'est une femme arbre qui continue à consulter son psy. Donc, qui consulte son psy. Donc ça continue, hein, voilà. Alors il y a des choses comme ça qui, moi, m'ont fait penser à Guy Vic. C'est dans la voix, en fait. Vous parlez de moi, ça c'est le fragment 5, vous parlez de moi tel un tilleul. Je grandis beaucoup trop vite pour ma capacité commerciale. Mes ramures poussent si haut, si loin, qu'un jour je risque de me fendre en deux au passage de l'une de ces furieuses bourrasques du Nordé. Et donc voilà, c'est des notations, alors parfois c'est des notations, c'est des micro-récits qui explorent cette idée que bah, voilà, la personne qui dit « je » est une femme arbre. Au dire de mon hypnothérapeute, fragment 69, l'âge de certains arbres s'estime à la lecture des nodules présents sur leurs rameaux, tels de minuscules points enserrés autour des branches. Ils se forment sous les bourgeons vers la fin de l'été. Au printemps suivant, quand ils s'ouvrent, leurs rameaux s'allongent, mais le nœud reste. Le phénomène se reproduit annuellement, et ainsi, le nombre de nœuds correspond grosso modo à l'âge du sujet. Si vous m'examiniez attentivement, y décèleriez-vous autant de points que d'années. Et donc voilà, donc cette exploration se poursuit. Alors on pourrait se dire, les pages ne sont pas numérotées, que comme il y a un fragment par page, ben, c'est à peu près le nombre de pages, sauf que pas du tout, puisqu'il y a des pages à plusieurs numéros. Par exemple, à la suite du fragment 109, 109, depuis combien de temps existe-t-il des parties de moi en reconstruction? Avant aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que les corneilles travaillent d'arrache-pied pendant des semaines, voire des mois, pour se construire un nid solide au fait des arbres. Au centre, on retrouve un plancher de terre séchée, tapissé d'herbes, de mousse, de feuilles, de lambeaux d'écorce. Il peut être construit dans le même arbre 2 ou 3 années de suite. Celui que je cache est très haut, au centre d'une partie touffue de ma tête. L'été, quand mes feuilles sont ouvertes, il devient impossible à trouver, sauf pour celles qui l'ont façonné. Et donc on a ce fragment 109 sur le fait d'être habité par les corneilles, d'avoir des corneilles qui nichent en soi, et qui est donc raconté là encore de ce point de vue de cette narratrice arbre. Et donc de ce fragment 109, on passe à la page suivante où on a 4 fragments, numérotés de 110 à 113. Tailler la branche avec un angle de 45 degrés en utilisant un ciseau aiguisé. Enfoncer la bouture d'environ 2 cm dans un substrat, ensuite arroser généreusement, conserver la terre légèrement humide et la bouture commencera à pousser au bout de quelques semaines. Et donc là, on a soudain des conseils de botanique. Donc je ne sais pas totalement s'ils sont pertinents parce que je suis nul en jardinage. Si mon père lisait ça, ça se trouve, il dirait « Oh, on ne peut pas faire ça », etc. Je ne sais pas. Donc c'est là où peut-être le texte n'est pas aperçu ou reçu de la même manière par des gens qui s'y connaissent en arbre et en botanique, en jardinage, etc., ce qui sont des choses différentes. Moi, je suis à peu près ignorant dans les 3 domaines. Et ça se termine, sans vouloir le spoiler, fragment 122. Après, j'arrête de parler de ce livre, mais c'est un livre très beau. Moi, j'aime énormément ce qu'elle fait. Ce texte-là, je le trouve vraiment très fort. Je deviendrai ce bois de fer rare, impossible à fendre sous la hache. Voilà. Donc, c'est un poème, une sorte de poème lyrico-narratif de Mireille Gagné, Bois de fer, aux éditions La Peuplade, 2022. Un texte que j'étais très content de pouvoir me procurer en Afrique du Sud, et j'ai été un peu déçu. Alors, un peu déçu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un peu déçu par rapport à mes attentes, on va dire, qui étaient très élevées. Slave Trades, de Harry Sitas. Alors, il y a 2 poèmes dans ce livre-là, Slave Trades et An Artist's Notebook. Je vais parler seulement de Slave Trades et encore très brièvement. Alors, c'est un livre de 2000,
Je l'ai acheté parce que je suis passé à la boutique des presses de l'université du KwaZulu-Natal, où j'ai passé 15 jours, où j'étais en mission relations internationales et aussi en mission d'enseignement. J'ai donné des séminaires, des conférences et même des cours à Durban et à Pietermaritzburg. Et donc à Pietermaritzburg, sur ce très beau campus de Pietermaritzburg, il y a la boutique des presses de l'université de KwaZulu-Natal et des presses universitaires, comme dans la plupart des pays de tradition anglo-américaine, hein, les universités sud-africaines portent cet héritage-là. Eh bien, les presses universitaires publient de la fiction, publient des poèmes, etc., ce que je trouve très bien, moi, personnellement. Et donc, j'ai pu regarder ce qu'il y avait. Et il y avait un certain nombre de livres qui m'avaient un peu tapé dans l'œil, donc j'ai dit, est-ce qu'il vous en reste? Et celui-là, en fait, il leur en restait pas, mais le libraire, je ne sais pas s'il est libraire il n'était pas directeur de collection parce que c'était vraiment un employé, je ne sais pas, m'a dit c'est pas grave, il est pas à vendre, mais je vous le vends quand même. Donc il me l'a vendu et en plus à prix réduit, donc j'étais très content. Et c'est un livre que je cherchais ou dont j'avais entendu parler déjà plusieurs fois. Slave Trades, en fait, Arisitas, donc qui est un poète sud-africain d'origine grecque, comme on le devine certainement d'après son nom, tente de dire l'histoire des dernières années de la vie de Rimbaud par une multiplicité de points de vue et une multiplicité de genres. Et je dois dire que c'est très exigeant quand même. Il y a vraiment des passages où je ne savais plus très bien qui parlait. Donc je ne l'ai peut-être pas lu assez attentivement, j'étais peut-être trop fatigué, je ne sais pas. Mais bon, donc ça reprend, donc ça parle énormément de l'Éthiopie aussi, donc c'est une manière aussi de réinvestir cette figure de l'Éthiopie, Ethiopia, comme une sorte de paradigme de l'africanité décoloniale aussi. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là aussi. Et puis ça permet aussi de déconstruire tout le mythe de l'aventurier, de Rimbaud l'aventurier. Ça le replace à sa juste valeur colonialiste de marchand d'armes et d'Européens qui fait des choses pas très catholiques, ou très catholiques justement, en Afrique. Voilà. Donc Slave Trades d'Arisitas, je préfère ne pas en parler beaucoup plus, je crois que je dirais des bêtises. Alors, c'est en vrac, c'est dans tous les sens. Un des récents, je crois, ouvrages, ou alors c'est moi, oui, récent, 2024, un des récents ouvrages de la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa, Féminisme d'Éléonore Lépinard. Alors, alors la collection Le mot est faible, j'en ai déjà parlé à un certain nombre de reprises parce que j'ai pas tous leurs livres, mais j'en ai un certain nombre. Alors oui, non, je regardais parce qu'en fait j'en ai beaucoup prêté aussi. J'en ai prêté au même ami à qui j'avais prêté Vive les Corneilles et Tale of the Bluebird. Donc puis j'en ai prêté aussi à un ancien collègue aussi, désormais retraité. Donc là, j'en ai pas trop. Et donc, c'est une collection très chouette. Ça fait partie de ces collections de sciences humaines, un peu comme ça, où ils font des espèces de livres très courts, mais très denses, en fait, et qui permettent, en fait, vraiment, un peu dans l'esprit de la collection Que sais-je des PUF dans ces premières périodes, mais de façon parfois un petit peu plus militante ou parfois un petit peu plus universitaire aussi. Donc voilà, ça permet de faire vraiment le point sur ces questions-là. Et donc là, c'est Éléonore Lépinard, qui est une très grande spécialiste des questions d'intersectionnalité notamment, qui est sociologue, et qui a aussi pas mal travaillé sur la question du croisement entre le féminisme et l'islamophobie et le rapport complexe des féminismes, et notamment des féminismes eurocentrés, blancs, vis-à-vis de la question des minorités musulmanes. Donc voilà, et donc elle propose ici une synthèse qui est très riche, qui est très intéressante. Et je vais regretter de ne pas m'être noté les pages, mais il y avait une page qui était vraiment super bien. Évidemment. Est-ce que je l'ai corné celle-là ou pas? Bon, il y a vraiment une idée, moi, que je ne connaissais pas, mais parce que je ne lis pas assez de textes sur le féminisme ou de théories féministes, sans doute. C'est l'idée de penser l'identité, de penser la catégorie féministe comme une description, comme une autodescription, et pas comme une
identification. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de sortir de toutes les questions naturalistes, le risque du féminisme néoconservateur, voire fascisant de Marguerite Stern et Dora Muto, par exemple. Voilà, qui du coup débouche sur tout un tas de saloperies, de transphobes, etc. Et donc voilà, et donc cette idée de la description de soi est quand même super intéressante et très 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 créative. Il faudrait que je retrouve la page où c'est très bien expliqué. Bon, je ne le retrouve pas, mais je vais vous lire d'autres passages, c'est pas grave. Sur l'égalité, par exemple. Écoutez, c'est très intéressant. La réduction du féminisme à un projet d'égalité ou d'égalisation constitue, selon moi, un vaste contresens du projet féministe de son ADN politique. Comme le souligne Rancière, les pratiques d'émancipation ne demandent pas l'égalité, elles la présupposent. Ainsi, le féminisme commence par l'égalité, c'est son point de départ, pas son point d'arrivée. Les exemples de ces pratiques de désordre rappellent aussi que la conception de l'émancipation féministe est loin de se fonder sur l'identité femme ou de contribuer à la figer. Entre le nom, l'identité assignée et la pratique de désordre se loge un écart commun à tout projet d'émancipation, à savoir un processus de subjectivation politique, une désidentification plutôt qu'une identification avec la place attribuée par l'ordre social. Donc déjà là, on a cette idée de désidentification, ça veut dire que l'identité femme, c'est l'ordre social constitué, que le féminisme va consister au contraire à casser cette identification préalable, à proposer une désidentification de l'identité femme. Je continue, c'est la page 70. En effet, au cœur des pratiques d'émancipation, il y a un processus de soi à soi, celui par lequel on dénaturalise sa place, son identité assignée, et on en vient à se dire féministe. Et se dire féministe est en italique. C'est cet énoncé qui sous-tend la possibilité des pratiques de désordre, mais que signifie-t-il exactement? Et là, c'est la fin de la page 70, c'est la fin du chapitre pratique d'émancipation, pratique de désordre, et qui donne... Qui ouvre, hein, alors une transition, c'est super bien écrit, hein, c'est très cohérent, très, enfin voilà, c'est très très bien argumenté, ça se suit bien tout en étant très dense. Donc là, ça ouvre sur le chapitre se dire féministe, subjectivation politique et éthique féministe, et c'est là qu'on doit avoir ce que je cherchais plutôt dans le livre. Quel imbécile je suis. C'est là, ouais. Qu'implique alors, page 72, cette description de soi comme féministe, membre de ce projet politique qui porte le nom de féminisme? Nous sommes bien loin d'un point de départ supposé où l'identité femme serait la réponse à cette question. Mais où sommes-nous alors? La subjectivation politique féministe, telle qu'elle se donne à voir dans les discours et les pratiques de désordre, les écarts avec les assignations, le décentrement et la déconstruction de l'identité même au nom de laquelle elle s'énonce, les femmes, cette subjectivation est aussi une mise en relation avec d'autres, la constitution toujours renouvelée d'une communauté politique. S'il y a écart de soi à soi, désidentification avec l'identité femme, il y a aussi dans cette description de soi comme féministe, c'est ça que je cherchais, il y a aussi dans cette description de soi comme féministe une déclaration d'appartenance collective, l'expression d'une relation non pas aux femmes, mais aux féministes, à toutes celles qui choisissent la même description pour elles-mêmes. Se dire féministe, c'est une action politique qui fait exister ce sujet féministe qui n'est pas déjà donné. C'est peut-être alors en examinant ce que cette relation recouvre et implique que je peux m'approcher d'une définition du mot féminisme. À quelle relation aux autres féministes, ou peut-être aux autres tout court, le fait de me dire féministe m'engage-t-il? Bon, je ne poursuis pas. Donc il y a plusieurs chapitres. Peut-être vous lire juste les titres des chapitres. Un mot explosif, des luttes pour se définir, égalité, liberté, autonomie, point d'interrogation. Les femmes ne sont pas le sujet du féminisme. Donc là, ça commence à travailler dans cette question d'identité, des identifications, déconstruction des normes préétablies. Les femmes, catégorie politique du féminisme, non-mixité et frontières du sujet féministe, pratique d'émancipation, pratique de désordre. Premier extrait que je vous ai cité en provenait, que j'ai lu en provenait. Se dire féministe, deuxième extrait que j'ai lu en provenait. Responsabilité féministe, et enfin, la conclusion qui s'intitule #WeShouldAllBeFeminists, qui est très brève, mais qui est
qui est intéressante, hein, dans laquelle Éléonore Lépinard dit notamment que le féminisme a une histoire, il est un universel situé propre à notre modernité. Qui peut prédire son destin? Ce sont ces pratiques d'égalité et de désordre qui donnent au féminisme, hier, aujourd'hui et demain, sa puissance de contestation des ordres institués. Voilà. Donc c'est un instrument de lutte, comme le concept d'intersectionnalité. C'est un outil, c'est un concept outil. Ok, super, enfin voilà, super petit livre, comme très souvent dans la collection Le mot est faible chez Anna Mossa. J'en ai parlé trop longtemps, mais c'est pas très grave. Tiens, toujours dans les essais, dans les collections essais relativement brèves, dans un autre genre, ou chez une autre maison d'édition, j'en ai parlé avant-hier dans la vidéo avec Claire, les éditions Anacaona et la collection, ça je ne l'avais pas dit, Epoca, ce sont les essais. Alors ce sont généralement des essais assez brefs, ça oscille entre 100 et 200 pages. Là, si on enlève les notes, les sources, etc., c'est un texte qui fait à peu près 80 pages. Pesticides, un colonialisme chimique de Larissa Miss Bombardi. C'est un texte très intéressant qui vraiment prend dans le détail les questions, qui comporte un très grand nombre de cartes, de tableaux pour démontrer ce colonialisme chimique, c'est-à-dire finalement le fait que, pour résumer, l'Union européenne, d'ailleurs peut-être qu'il y a un passage qui serait à lire là-dessus, bon, je vais peut-être lire un autre passage en fait de ça, c'est une lecture totalement marxiste de ce qui se passe dans le monde contemporain, qui est que l'on a une déforestation, une dépossession de la paysannerie traditionnelle au profit évidemment de l'agrobusiness et des grands groupes et des grands exploitants agricoles qui sont en fait des agrotechnologues, et que cela se passe notamment dans un certain nombre de pays, dont le Brésil, en raison de l'exportation massive de pesticides et d'éléments, d'intrants chimiques venus de l'Union européenne, avec ce paradoxe hallucinant qui est que ce sont tous ces pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, mais que l'Union européenne produit massivement. Donc ça veut dire que, grosso modo, ce sont les grands groupes français, allemands, belges. Ça, j'ai appris que la Belgique avait un énorme rôle là-dedans en termes de la production, entre autres choses que j'ai apprises dans ce livre. Donc voilà, donc ce sont, je disais quoi, l'Allemagne, la France, la Belgique, notamment, principalement, qui produisent l'immense majorité des produits chimiques qui sont exportés, qui sont interdits dans les exploitations agricoles européennes et qui sont donc exportés et qui, évidemment, bousillent complètement, évidemment, l'environnement des pays dans lesquels ils continuent d'être utilisés, et puis qui, évidemment, de manière encore plus directe, tuent un certain nombre de personnes dans ces pays-là. Donc c'est ça, toute la description socio-historico-géopolitique qui est au cœur de ce livre, hein, Pesticides, un colonialisme chimique. Et donc c'est très intéressant de développer ça comme le colonialisme. Je crois qu'elle le dit à un moment donné, je ne sais plus où est-ce que c'est. Il faut que je retrouve ça, parce que c'est la Belgique, conformément au voilà, bref, je ne relis pas, mais c'est tout le passage où j'ai appris tout ça sur la Belgique. Donc il y a vraiment, voilà, donc il y a vraiment des tableaux vraiment très spécifiques par rapport à l'utilisation des listes, les limites maximales de résidus entre le Brésil et l'Union européenne. Pour l'oignon, là, il a carotte, le niveau de toxicité, etc. Et le fait que, en fait, dans l'Union européenne, on ne tolère quasiment rien, et que au Brésil, il y a des seuils hallucinants qui sont autorisés et tolérés. Alors, j'aurais pu aussi parler du dernier chapitre qui s'appelle « Sans féminisme, pas d'agroécologie ». Ça aurait fait même un lien avec le texte d'Éléonore Lépinard. Bon, je vous laisse lire le livre. Je vais quand même vous parler plutôt des paysans, de ce qu'elle dit des paysans, page 56. Alors, c'est traduit par Paula Anacaona, l'éditrice et traductrice. Je vais le redire parce que, voilà, je l'ai déjà dit un très grand nombre de fois dans ces vidéos, mais c'est pas grave de le redire. Paula Anacaona qui fait un énorme travail, alors pour le coup d'importation de grands textes de sociologues, journalistes, anthropologues brésiliens et brésiliennes sur un certain nombre de questions plus ou moins liées toujours à des questions de décolonialité et de féminisme aussi. J'ai eu l'occasion de parler de Jamila Ribeiro notamment, mais peu importe. Je lis un extrait donc de du second chapitre, je crois, Capitalisme et pesticides.
Dans la logique capitaliste, une logique de maximisation des profits, cette classe sociale spécifique qu'est la paysannerie, qui s'entête à rester sur sa terre pour produire même après des pertes économiques successives, est une aberration. La permanence de la paysannerie dépasse en effet la logique intrinsèque à la production économique et est également liée à un ensemble de valeurs qui structurent son mode de vie. Parmi ces valeurs, le travail familial est central, de même que tous les éléments qui structurent l'éthique et la sociabilité paysanne basée sur des relations de réciprocité. C'est pour ces raisons qu'il a toujours été historiquement très difficile de comprendre les paysans-paysannes, groupe considéré comme irrationnel, parce qu'ils continuaient année après année à exploiter ces unités de production familiale, ces fermes, ces parcelles de terre, même dans des circonstances économiques très défavorables. Ce n'est pas un hasard si l'ouvrage classique de Théodore Chanin, une référence pour qui veut comprendre l'agriculture et la paysannerie, appelle les paysans-paysannes la classe difficile. Ce n'est pas non plus un hasard si le débat sur la paysannerie occupe une place centrale dans toute discussion sur l'avenir de l'agriculture et le dépassement du mode de production capitaliste. Par conséquent, l'agriculture est toujours restée un obstacle à l'avancée du capitalisme en raison de trois facteurs en particulier: l'existence même de la paysannerie, l'existence de la propriété privée de la terre et la nature spécifique de la production agricole qui est par essence reliée à la nature. Je m'arrête là. Pesticides, un colonialisme chimique de Laura Mies Bombardi. Prononciation non garantie. Toujours pas mal de livres en français, des poèmes, un recueil de poèmes, le premier je crois, d'une jeune poète Innu et francophone, Maya Cousino-Molène, ça vient de paraître aux éditions Des Paysages, là encore on a eu l'occasion de le dire avant-hier, excellente maison d'édition. Ce recueil s'appelle Enfants du lichen et c'est un recueil à la fois extrêmement lyrique, extrêmement ambigu, extrêmement très beau, très fort. C'est un recueil c'est une poésie qui engage vraiment. C'est pas une poésie, c'est une poésie engagée certainement, mais c'est une poésie engageante, c'est-à-dire que on peut pas la lire un peu comme ça de façon un peu distante. Ça veut dire que c'est une poésie qui attend du lecteur, de la lectrice, d'être dans une forme d'empathie et dans une forme de participation même au poème. Donc c'est globalement très beau. Alors justement, comme je disais, c'est une poésie certainement engagée. C'est une poésie anticoloniale, décoloniale, postcoloniale, un peu les trois à la fois. C'est une poésie qui est postcoloniale au sens où elle essaie de refaire le récit, alors par une voix et une langue qui est la langue de la poésie, mais qui essaie de rappeler, de réévoquer et de déconstruire tous les récits justement coloniaux, les récits occidentaux, sur la pseudo-sauvagerie des Indiens bien sûr, mais aussi entre autres, de manière beaucoup plus précise, sur tout le scandale des pensionnats autochtones. Bon, je ne reviens pas sur les pensionnats autochtones, j'en ai déjà pas mal parlé. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit du tout, la tragédie / scandale politique des pensionnats autochtones au Québec, renseignez-vous. Et donc il y a un poème, c'est un thème qui revient de manière un petit peu comme ça, lancinante, régulière dans le recueil, hein. Mais il y a un des poèmes qui se trouve vers la fin du recueil et qui s'intitule, c'est pas vers la fin du recueil, je dis un peu des bêtises, bon si. Le livre fait à peu près 100 pages et c'est à la page 80. Ce poème s'intitule 5 bonnes choses à propos des pensionnats. Donc là, on se dit, ça va être un poème, vu le titre, ironique, 5 bonnes choses à propos des pensionnats. D'autant que si on a lu le recueil de manière linéaire, du début à la fin, je pense que ça fait partie de ces recueils qu'il faut lire en entier et qu'il faut lire du début à la fin. C'est pas un recueil à grappiller en quelque sorte, ce qui est le cas de beaucoup de recueils de poèmes. Finalement, ici, je pense que ça fait partie de ces recueils qu'il faut lire en suivant vraiment la construction du recueil. Donc on se dit, il y a une sorte d'ironie certainement, c'est très politique. Eh bien en fait, politique oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse apprécier. 5 bonnes choses à propos des pensionnats. Maya Cousino-Molène. Penchée sur la tombe de ma mère, celle qui s'est perdue dans ses fantômes, petite pensionnaire magnifique, sage et assise, dans mon milieu colonisé, je répondrai à ta question glaçante. Premièrement, ces charniers de l'apprentissage furent terre d'intégration et d'amertume.
Deuxièmement, ces lieux de cendres avalèrent l'avenir d'un territoire violé. Troisièmement, j'y cherche encore les vestiges lambeaux de ma langue et de ma culture. Quatrièmement, ces bâtiments mouroirs hantent des générations de cœurs. Cinquièmement, de colère froide, je dirais chaque pas sur mes terres arides est un pas sur le cimetière des enfants dorés. Laisse-moi tendre ma feuille tremblante, mes réponses écrites au sang de ma famille. Mais ne croise pas mon regard noir, car je suis Méduse d'une décolonisation. Et voilà, je ne vais pas faire une analyse du poème, je ne suis pas absolument sûr d'en être capable d'ailleurs, comme ça, à brûle pour point, sans avoir un peu retravaillé le texte ou relu le texte. Mais moi, ce que je trouve très beau dans la manière dont le poème est à la fois sans ambiguïté sur la tragédie et malgré tout un véritable creusement poétique là aussi, c'est le fait que les 5 bonnes choses, qui sont toutes évidemment des éléments de rancœur, de douleur, de colère, en fait, aussi de fureur et de colère au sujet des pensionnats. Donc, c'est des bonnes choses, évidemment, de point de vue très ironique, c'est ce à quoi on s'attend quand on lit le titre. En fait, ces 5 bonnes choses qui donnent lieu à 5 distiques sont encadrées par 2 distiques d'introduction et 2 distiques de conclusion qui les inscrivent dans un contexte beaucoup plus ambivalent et qui est un contexte dans lequel on ne sait plus qui dit je de la mère, de la fille, ou d'une voix plus générale qui serait une voix presque chorale d'un descendant, d'une personne qui est à la fois redevable et porteuse de cet héritage-là et de cette mémoire-là. Et donc c'est très très beau. Et justement, en fait, toute l'image ne croise pas mon regard noir, car je suis Méduse d'une décolonisation. Quand on a lu, et c'est ça qui aussi fait poème, c'est-à-dire que ces 2 vers-là, et on pourrait très vite les extraire en se disant, oh là là, voilà, pour illustrer les questions de décolonialité, etc., on se tromperait si on faisait ça, parce que je pense que ce distique-là, il ne peut pas être enlevé, extrait de tout ce qui précède. Et il tire toute sa force de ce qui précède. Laisse-moi tendre ma feuille tremblante, mes réponses écrites au sang de ma famille. Donc on est aussi dans cette question du témoignage, de l'oralité, et ici avec la question laisse-moi tendre ma feuille tremblante, mes réponses écrites au sein de ma famille. Je pense qu'il y a j'avais dit que je ne faisais pas d'explication texte et je commence à la faire, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est sur la feuille d'érable, c'est-à-dire c'est le drapeau du Canada, le symbole, la feuille rouge, etc., rougeoyante. Ici c'est la feuille aussi, la feuille sur laquelle on écrit, et c'est une feuille sanglante. Donc le rouge du drapeau, c'est le rouge du sang aussi, de la colonisation et de l'oppression et des morts dans les pensionnats, bien entendu. Mais ne croise pas mon regard noir, donc on a le sang et le regard noir, car je suis Méduse d'une décolonisation. Et donc on a cette idée-là, c'est-à-dire à qui dit ça, à qui en fait? Est-ce que c'est adressé à moi qui suis peut-être en tant que blanc européen, etc., co-responsable, dépositaire de toute cette histoire-là? Est-ce que ça s'adresse aux racistes? Est-ce que ça s'adresse aux ancêtres des colons, aux ancêtres colons, pardon, aux colonisateurs? À qui est-ce que ça s'adresse? Ou est-ce que ça s'adresse même, est-ce que c'est la mère qui dit ça à la fille et qui lui dit, ben voilà, je suis Méduse d'une décolonisation, il faut pas, je vais pétrifier n'importe, enfin si on suit l'image de la Méduse, ça veut dire que je vais pétrifier, la personne qui dit ça, elle va pétrifier toute personne qui croise son regard, même sans en avoir l'intention. Donc il y a tout ça qui est vraiment très beau ici. Donc c'est seulement un poème, tous les poèmes ne sont pas exactement comme ça, enfin ne sont pas comme celui-là, mais c'est pour essayer de vous montrer la grande force de cette voix poétique. Maya Cousino Molène, c'est son 2e recueil, j'ai dit des bêtises, c'est son 2e recueil, et du coup je cherche... Ah oui, alors il y a une préface d'Hélène Sixou, dont je ne parle pas, et je cherche du coup... si je dis des bêtises... est-ce que ce premier recueil, on le trouve... Bon, il n'est pas aux éditions des Paysages, visiblement.
Non, il n'y est pas. Son premier recueil de poésie, Bréviaire du matricule 082, publié en 2019, a été très remarqué au Québec. Et je pense qu'en fait, ils sont publiés au. Alors, c'est très compliqué le circuit éditorial, je ne rentre pas dans le détail, puis je serais incapable de l'expliquer, mais grosso modo, les livres qui sont publiés par les maisons d'édition québécoises sont très difficiles à trouver en France. Il y a à peu près que la librairie du Québec à Paris où on peut les trouver, peut-être deux, trois autres lieux. Et là, sur le festival Étonnant Voyageur, la librairie du Québec était présente. Et c'est pour ça que les éditions des paysages, notamment, qui font un grand travail d'abord de mise à disposition de nouveaux textes, donc il y a des textes qui sont nouveaux, mais les éditions des paysages, ils retravaillent des textes déjà publiés au Canada, et ils les rendent disponibles en édition pour le public européen, et notamment en France. Voilà. Maya Cousino-Molène, bon ben, il y a un autre recueil, ça me titille. On continue. Alors ça, c'est un texte que je viens de finir. Il y a encore le marque-page dedans. Là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir en parler en détail parce que je serais bien en peine déjà d'en parler en détail. On est à fond dans tout ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment pour mes cours et notamment mes séminaires de master, toute la question de la non-binarité, du queer, notamment dans le contexte nigérian. Et ce livre-là, je l'ai lu parce que je co-dirige une thèse de doctorat, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà ou pas, d'une brillante étudiante qui s'appelle Nina Doué et qui donc travaille sur le queer nigérian et donc qui a constitué un corpus. Et là, elle est dans sa première année de thèse, donc elle finit de constituer son corpus. On avait un petit peu constitué ça ensemble au début, mais elle a ajouté des textes et notamment elle a ajouté ce texte d'une écrivaine queer, Ayodele Olofintuade, que je ne connaissais pas, qui a écrit plein d'autres livres totalement impossibles à récupérer en Europe parce que tout est publié au Nigeria et tout est plus ou moins épuisé ou indisponible. Celui-là, qui avait été publié il y a déjà plusieurs années au Nigeria sous le titre de The Lakiriboto Chronicles, a été republié sous le titre Lakiriboto au Royaume-Uni. Donc ça a été publié en 2018 as Lakiriboto Chronicles, A Brief History of Badly Behaved Women. C'est le titre original 2018, j'aime beaucoup ce titre. Et donc là, il a été republié en 2023 sous le titre Lakiriboto. Et c'est un texte explosif, c'est vraiment un texte très bien écrit, extrêmement décapant, qui rebrasse toutes les questions toutes les questions d'inceste, de viol, de contrôle du corps des femmes dans un système hétéropatriarcal, mais surtout toutes les formes de lutte, toutes les formes de résistance, avec des personnages de jeunes filles adolescentes qui réussissent à se déprendre de l'emprise hétéropatriarcale, notamment grâce à un personnage qui est le personnage de la tante, d'une tante qui est une grande figure, qui est lesbienne, qui est une figure très très queer par de très nombreux côtés, sachant que le titre Lakiriboto, c'est un mot qui désigne les femmes qui ne se soumettent pas en fait, les femmes qui se passent, et notamment qui se passent de relations sexuelles avec les hommes ou qui ne couchent pas avec les hommes. Donc il y a des sens apparemment il y a des acceptions ou des significations très concrètes et très précises, notamment sexuellement du terme, mais de manière plus générale, ça peut être utilisé aussi pour désigner des femmes qui ne rentrent pas dans le rang, des femmes qui ne sont pas soumises, des femmes qui ne se soumettent pas à l'hétéropatriarcat. Et le mot Lakiriboto, il apparaît dans l'avant-dernier chapitre, d'ailleurs, de manière répétée, d'abord comme insulte de la part d'un homme, et puis repris à son compte par le personnage qui est insulté et qui dit I am the Lakiriboto, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, c'est à la toute fin, le livre fait à peu près 230 pages, et je ne veux pas dire... Lakiriboto and her apprentice have come out to play. You are a disgusting old man, I thought they said you were knocking at death's door. Et donc il reprend So, Madame Lakiriboto, what brings your Royal Highness to our humble house? Et donc il incite donc le personnage du patriarche, c'est une espèce de type complètement corrompu avec des oui, c'est un espèce de patriarche corrompu, maltraitant. Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce personnage, d'ailleurs. Et donc, c'est lui qui insulte Morieba à deux reprises en lui disant « Madame Lakiriboto, you're the Lakiriboto ». Et elle répond
I dare do anything I like. I am not an idiot to be used and blackmailed by a stupid old man. I am Lakiri Boto, that woman who haunts your nightmares. Donc ça, c'est un des aspects, c'est un des deux aspects du roman. C'est la mise en avant du queer, c'est l'expérimentation narrative et la mise en forme narrative de ce qu'est le queer dans un contexte hétéropatriarcal, mais au Nigeria, on est toujours dans une complexité supplémentaire, puisque le Nigeria est un des pays qui a les législations les plus homophobes et les plus LGBT-phobes du monde. Et donc, ça veut dire que, en fait, le personnage ici de la lesbienne, elle est en permanence hors la loi, et donc cette affirmation est d'autant plus compliquée. Bon, je ne rentre pas dans le détail. L'autre aspect qui est vraiment extrêmement marquant dans le livre, c'est la question des savoirs religieux et des entités religieuses. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a encore plus intéressé, en le reliant au sujet de mon séminaire de master, justement, dans lequel je travaille sur Freshwater et Emezi, entre autres. Mais que ce soit Freshwater et Emezi ou les deux autres livres que j'ai mis au programme de ce master, le roman de Buki Papillon, un Andrew Wanda, le roman de River Solomon The Deep, on a la présence des divinités. Et ici, les divinités apparaissent relativement tôt dans le roman, mais pas tout de suite. Et elles apparaissent presque de manière impromptue, improvisée, comme ça, tout d'un coup. Il y a deux divinités qui sont invoquées, et puis en fait, le paragraphe suivant, elles sont dans la pièce. Et la voix narrative nous décrit la présence de ces divinités qui assistent à la scène et qui échangent un peu dessus, qui interviennent ou qui refusent d'intervenir. Et c'est très très ponctuel et c'est très discret. Enfin, c'est pas discret du tout en fait, parce que justement au contraire, on ne s'attend pas du tout à ce que les divinités nous soient balancées comme ça au milieu du reste de l'action. Et c'est un élément supplémentaire, évidemment, de complexité narrative et même de complexité d'interprétation de ce qui se passe dans le roman. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. L'Akiriboto de Ayodele Olofintuade. Voilà. On continue. Tiens, puisqu'on parlait de violence faite aux femmes, de violence sexuelle et sexiste dans un système hétéropatriarcal, autre pays qui a une législation LGBT-phobe vraiment problématique, Madagascar. Écrivain malgache que je ne présente plus, Zouar Ravaloson, co-éditeur des éditions Dodovol. On en a encore parlé récemment. Et là, c'est son tout nouveau roman, Tribunal des Cailloux. Et Tribunal des Cailloux, je dis tout nouveau, je crois qu'il est vraiment de 2024, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, paru en 2024. Donc Zouar Ravaloson, j'ai tout lu de Zouar Ravaloson, donc j'en parle, je ne vais pas en parler plus en détail. Il faudra aller rechercher dans toutes mes anciennes vidéos, parce que j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Et l'histoire, en fait, elle est très bien résumée sur la 4e de couverture. Donc, de temps en temps, les 4e de couverture me servent, notamment quand je commence à fatiguer après 1 heure de vidéo. Une adolescente, soutenue par son amoureuse, porte plainte contre son père qui l'a violée depuis ses 8 ans. Mais c'est l'amoureuse qui est envoyée en prison pour relation contre nature avec une mineure de son sexe. Tiré d'un fait divers qui s'est passé à Antananarivo au début de la crise sanitaire, le développement, comme les personnages, situés dans le même cadre mais d'un point de vue décalé, ne relève cependant que de la fiction. S'il faut pénétrer dans la famille pour tenter de comprendre avant même d'ouvrir la porte, on sait qu'il n'existe rien pour justifier l'acte interdit. Tribunal des Cailloux pose la question du renversement nécessaire de certaines valeurs quand elles induisent une situation que les contemporains ne peuvent pas tolérer. Donc là, on est vraiment dans cette question, la 4e de couverture insiste vraiment beaucoup dessus, mais le roman est vraiment autour de ça, sur la question des savoirs traditionnels et de leur incompatibilité, j'allais dire ponctuelle, non, de leur incompatibilité flagrante avec un certain nombre de choses liées aux droits humains, à l'empathie. Et donc voilà, et ici, ce qui rentre en conflit, c'est d'un côté l'inceste violent et répété d'un père sur sa fille, depuis l'âge de 8 ans, et la façon dont ça entre en conflit avec la perception traditionnelle de ce qui relève de la sphère du privé, et aussi de ce qui relève du pouvoir des pères, et plus largement des patriarches, sur les femmes et sur les jeunes filles. Et donc c'est ça que le roman essaie de résoudre. Alors, c'est extrêmement casse-gueule, pour le dire vulgairement, et Zouar Ravaloson a réussi à brosser vraiment des portraits très justes, très beaux, des
des jeunes filles, de la mère, mais aussi, alors un portrait alors, dont on a du mal à dire qu'il est beau, mais un portrait aussi du violeur du père violeur, qui, c'est pour dire que Zohar Rabaloson n'a pas hésité à se mettre un peu en danger là-dessus. Il y a 3 chapitres, je crois, qui sont narrés à la première personne par le violeur, et avec une espèce d'évolution pas extrêmement marquée, mais qui va du déni complet vers une forme au moins de confession de son crime et de son oui, voilà, de son grave dysfonctionnement. Donc mais ça reste un petit peu, ça reste un petit peu entre deux. Donc c'est vrai que pour le lecteur, c'est quand même très compliqué de lire ces chapitres-là, parce que c'est évidemment les chapitres dans lesquels il n'y a pas d'empathie. Dans lesquels il n'y a pas d'empathie du personnage qui dit je vis-à-vis des personnages avec lesquels nous, lecteurs, on a éprouvé déjà beaucoup d'empathie. Et puis il n'y a pas non plus évidemment d'empathie possible de nous, lecteurs, pour ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est là où je disais que Zohar Rabaloson il se met un petit peu en danger, parce qu'il il pourrait y avoir le risque qu'on reproche de dire ah ben on essaie de restituer aussi l'humanité du personnage le moins défendable possible de l'histoire. Et il y arrive parce que malgré tout, voilà, il ne permet pas de créer une forme d'empathie. En tout cas, moi, j'ai ressenti aucune espèce d'empathie pour ce personnage qui dit je. Bref. Voilà, je manque un peu de temps et je commence à manquer aussi d'énergie, mais voilà, j'ai corné plein de pages. Alors je vous les signale, tiens, vous allez acheter le livre, et puis comme ça vous saurez, vous allez me demander de vous le prêter, parce que pour les personnes que je vois, je peux prêter des livres aussi. Mais voilà, j'avais corné la page 94, la page 143, enfin tout le chapitre 4 de la seconde partie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la structure aussi, je pense que Zohar Rabaloson, il a beaucoup travaillé l'évolution sur les chapitres, le nombre de chapitres entre les différentes parties qui jouent avec des jeux d'écho aussi. Voilà, donc j'avais corné la page 143, la page 175 aussi, euh, et, euh, et ensuite, ouais, ouais, tout ouais, en fait, j'avais corné plusieurs pages du chapitre 5 de la dernière partie, donc autour de la page 225 par exemple. Voilà, et puis je vais peut-être juste vous lire. Je vais peut-être juste vous lire les remerciements. C'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Je ne lis pas d'autres extraits. Donc il y a des remerciements. Hein. Fi et Ken d'Antananarivo m'ont inspiré cette fiction par leur courage. Tous mes voeux les accompagnent dans leur combat. Donc on devine que là encore, ce sont les personnes réelles, la situation réelle qui a été le point de départ du roman, et qui donne lieu au premier remerciement. Donc je me suis initié à la grammaire du silence et de la domination propre à l'inceste, avec le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste de Dorothée Ducy. Donc là, Zohar Rabaloson cite un certain nombre de publications qu'il a lues pour mieux comprendre et pour savoir un peu ce qui se passe. Donc, ma reconnaissance va à l'association Rhizome de Douarnenez pour l'accueil chaleureux en résidence. Okay. Et je cite le dernier paragraphe. Enfin, merci à mes soleils, à Zoé qui m'a introduit aux luttes actuelles pour le respect de toutes et de chacune. Donc c'est intéressant parce que là, bon, Zoé c'est sa fille en fait, hein. Et c'est une manière aussi de dire que en fait Zohar Rabaloson, c'est un homme d'une cinquantaine d'années et que donc peut-être que et c'est intéressant parce que quand on a lu la totalité de ses romans, on voit que ce sont des thématiques et des questionnements qui deviennent de plus en plus importants dans son œuvre, ce qui veut dire que il n'est pas imperméable aux questions sociétales et sociales, et que en tant qu'être humain, il est interpellé par un certain nombre de choses, et que c'est notamment avec des personnes de la génération plus jeune, et en l'occurrence sa fille, qu'il se déconstruit aussi en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, enfin je ne sais pas comment le dire. À Félix qui m'a prêté le personnage guerrier manga Reka, fleur de la déferlante, et à ma femme Sophie, éditrice rigoureuse et soutien sans faille. Donc voilà, je voulais lire aussi ça parce que c'est pour montrer. Je trouve que pendant très longtemps, j'étais un peu agacé par les remerciements parce que c'était un peu une tradition un peu anglo-américaine comme ça. Dans les livres, les acknowledgements. Et puis, j'ai voulu beaucoup sur cette question-là. C'est important de ne pas rester sur ces agacements, de ne pas rester sur ces préjugés. Au début, je me disais, oh là là, c'est vraiment, c'est inutile, ça ne sert à rien. Et en fait, je trouve les remerciements, c'est un élément de paratexte très très intéressant, parce que ça permet de déconstruire le mythe du créateur
à la fois solitaire et homogène. C'est-à-dire, en fait, voilà, ça n'existe pas un créateur homogène. Et en l'occurrence, Zouar Ravaloson, eh bien, au moment où il a écrit ses premiers livres, il les a coécrits avec un milieu, avec des personnes qui l'entouraient. Et là, ben, ce qu'il dit, c'est que ce livre, il a été coécrit aussi avec un certain nombre de personnes, au gré des résidences, des choses comme ça, puis aussi avec les personnes avec qui il a discuté de ces questions-là dans son entourage le plus proche, sa femme, sa fille. Voilà, donc c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant. Ça fait 1 heure pile, mais je n'ai pas fini. J'ai encore, allez, on va rigoler, j'ai encore 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres, donc je ne vais pas parler de tous. Je vais peut-être parler rapidement de Julienne de Scholastic Mukasonga, donc écrivaine, là je suppose aussi qu'on ne présente plus. C'est son tout dernier livre, là encore, il est sorti en mars 2024. Il y a des post-it, ça c'est Claire qui met des post-it dans les bouquins, et voilà. Et donc je l'ai lu après Claire. Alors, sachant que Scholastic Mukasonga, dans ce livre-là, c'est quasiment pas caché. Elle raconte l'histoire d'une sœur, et d'une sœur qui alors, a suivi un itinéraire compliqué dans lequel elle a dû. Elle est partie au Burundi, en fait, donc dans les années 70. Et elle est morte du sida à la fin des années 80, je crois. Voilà. Et donc, c'est cette histoire extrêmement dure, extrêmement douloureuse pour Scholastic Mukasonga qu'elle a décidé de raconter dans ce roman. L'histoire de Julienne est celle d'une destinée d'exil, née en exil au Rwanda, son propre pays, morte au bout de l'exil, dans la solitude glacée d'une grande ville d'Europe. C'est aussi l'histoire d'un amour fou. Et le livre est très fort et très émouvant. Voilà, alors, Scholastic Mukasonga, j'ai pas lu beaucoup, enfin, j'ai lu, je crois, 3 ou 4 livres d'elle. Claire, elle a lu, je crois, quasiment tout, en fait. C'est pas mon cas. Et voilà, je sais que j'avais énormément aimé Notre-Dame du Nil. Je suis en train de chercher la liste. Voilà. Notre-Dame du Nil, 2012 déjà, waouh. Et puis, bon, j'avais lu les premiers recueils de nouvelles aussi, hein, Inyenzi ou Les Cafards. Et puis là, ça faisait un petit moment que j'avais rien lu d'elle, et d'ailleurs, je n'avais rien lu depuis Notre-Dame du Nil. Donc, voilà, je l'avais un peu laissé perdu de vue. Et donc, voilà, donc là, c'était l'occasion aussi de lire ce livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu au Festival Étonnant Voyageur dimanche matin un film qui raconte quasiment la même histoire. Il faudrait que je cherche la référence d'ailleurs, parce que j'ai perdu le nom du cinéaste. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Alors attendez, voilà. Là c'est rigolo parce qu'évidemment il suffit que je parle, il y a copilote qui se lance. Ça c'est quand même des gags invraisemblables. Pourquoi je ne retrouve pas le nom du... voilà, Gaël Camilindi, je vais y arriver. Donc Gaël Camilindi, je vais vous retrouver ça. Voilà, le titre du film c'est Didi, quand même, ça devrait pas être trop compliqué, mais j'ai vraiment la mémoire... qui flanche et qui fait n'importe quoi. Donc Didi, D-I-D-Y, c'est donc ce film de Gaël Camilindi dans lequel il raconte comment il est retourné au Rwanda sur les traces de sa mère. Et en fait, tout le portrait qu'il brosse de sa mère, avec de très longs passages de témoignages avec ses tantes, donc les sœurs de sa mère, c'est très très beau. Et en fait, le personnage de la mère, le personnage de Didi, c'est un personnage qui est très très proche de Julienne. Et moi, je venais juste de lire Julienne, donc ça a vraiment résonné très fort. Ces deux histoires, alors c'est pas des coïncidences parce que malheureusement, ce type de situation dans lesquelles, sous la menace des Hutus, et ce que montre très bien le film de Gaël Camilindi, mais ce que montre très très bien toute l'œuvre de Scholastic Mukasonga. Scholastic Mukasonga, elle raconte quasiment pas le génocide, quasiment tous ses livres se passent avant, mais il montre déjà en quoi les Tutsis étaient en permanence victimes de discrimination.
Et donc voilà, donc ce type d'itinéraire qui est celui de la mère de Gaël Kaminindi, qui est celui de Julienne, le personnage inspiré très fortement, je pense, de la sœur de Scholastique Mukasonga, ce type d'itinéraire dans lesquels on doit, des jeunes femmes fuient le Rwanda parce qu'elles sont en danger en tant que Tutsi, se retrouvent au Burundi où elles sont à nouveau souvent dans des situations extrêmement précaires et se retrouvent à être contaminées par le VIH, sont malheureusement, je pense, des itinéraires assez courants. Donc il n'y a pas vraiment de coïncidence. En revanche, il y a une vraie parenté, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce que ça donne en tant que roman, ce que ça donne en tant que film documentaire, avec donc des médiums différents, mais toujours d'un point de vue qui est un point de vue extrêmement intime, puisque on le devine assez rapidement. Scholastique Mukasonga parle de sa famille, de sa sœur, donc on est vraiment très proche. Et puis, dans le film de Gaël Kaminindi lui-même est très présent, c'est lui qui mène l'enquête, et c'est lui qui reçoit tout ce qui est extrêmement dur à apprendre et à retrouver et à retravailler sur l'histoire de sa mère. Bien. Dans les livres dont je peux parler peut-être assez vite, puis il y a d'autres livres, il faudra que je les refeuillette pour mieux les en parler. Ce texte, La résistance des bijoux contre les géographies coloniales d'Ariela Aïcha Azoulay aux éditions Robocreek. Alors les éditions Robocreek ou Rothbocreek, je ne sais pas comment il faut dire, qui publie pas mal de petits livres comme ça, très radicaux. Bon, celui-là, j'ai pas très bien compris. Il y a deux textes différents qui mélangent un peu des éléments d'autofiction et puis de théorie décoloniale politique. Alors je suis assez habitué à lire ce genre de texte, mais j'ai pas très bien compris. Donc il y a beaucoup de photos, de photos, d'archives, documentaires. Et donc, voilà, ce que fait Ariela Aïcha Azoulay, c'est revenir là aussi, on revient sur ce dont je parlais, c'est-à-dire elle revient sur la généalogie familiale, elle revient sur les traces de ses grands-parents, qui étaient des juifs d'Oran, naturalisés français puis israéliens. Voilà, c'est son père en l'occurrence. Et donc voilà, donc elle revient sur les traces en fait de ses grands-parents et notamment de sa grand-mère. Et donc elle utilise ça pour faire une espèce de parallèle entre l'Algérie française et donc l'Algérie coloniale et le colonialisme français en Algérie et ce qui se passe en fait dans le projet de discrimination anti-palestinien en Israël. Moi, ça m'a un peu perdu quand même. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir un certain nombre de clés pour comprendre ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a un texte qui est un texte en prose et l'autre qui est un espèce de long poème qui s'appelle « Les Juifs sont encore là dans chaque bracelet ». Et donc, les bijoux sont la résistance des bijoux. Voilà, les bijoux sont tout le symbole et tout le signe. Et c'est pas qu'un symbole, c'est toute la matérialité objectives par lesquelles la présence, l'existence de minorités juives et de minorités juives victimes de discrimination sont portées à travers le XXe siècle. Je lis peut-être le début du poème, donc du deuxième texte. Chercher ses ancêtres dans des cartes postales coloniales peut paraître étrange, mais si vous n'avez aucune photo de vos aïeux et que les Français en ont plein dans leurs archives, comme sur les marchés, on peut se demander après tout pourquoi pas. Plus d'une fois, j'ai cru me reconnaître dans les visages de ces femmes dont les images ont été prises et conservées sur des cartes postales qu'elles-mêmes ont rarement vues. Ces cartes circulaient partout, avec une mention d'un type quelconque ayant comme but de les différencier les unes des autres, mais aussi de les confondre, l'une étant le trompe-l'œil de l'autre, la même ou presque. Cette industrie visuelle n'aurait pas pu devenir aussi lucrative si les femmes, sans qui ces images n'auraient pas existé, avaient été rémunérées, au moins pour la séance de pause, ou si elles avaient été consultées avant d'affirmer qu'elles sont ce que les types disent d'elles, réduites à un élément de leur identité, foi, ethnie ou race. Et donc voilà, donc elle poursuit toute cette exploration des bijoux, des symboles, bon, je l'ai sans doute lu trop vite, ou je sais pas, ou c'est peut-être que je passe à côté aussi, on peut passer à côté de certains textes. J'étais déjà plongé dans mon exploration de la vie juive musulmane interrompue en Algérie comme ailleurs, et en même temps je résistais à la manière dont la recherche de cette histoire peut rapidement dévier vers un intérêt pour les juifs ou pour les choses juives, tout ça est entre guillemets, comme si les juifs vivaient détachés sans contact avec le monde.
comme si la défaite d'Abdelkader n'était pas aussi la nôtre, comme si le sabre symbolisant sa reddition ne faisait pas partie de notre héritage. Avant la colonisation, l'intégralité de l'histoire mythologique de l'Algérie appartenait aussi aux Juifs, aux Juives, quelles que soient les origines religieuses ou ethniques de cette mythologie. Donc on le voit, tout le poème vise à faire une sorte de déploration un petit peu de la d'effritement du vivre ensemble arabo-berbéro-juif du fait de la colonisation. Et donc il y a une assignation là très forte. Ce n'était pas un crime que mon père cachait dans sa valise, mais plutôt ce que les Français avaient rendu contradictoire, le nom musulman de sa mère juive. Donc là on voit bien ce que les Français avaient rendu contradictoire, le nom musulman de sa mère juive. Donc tout le livre est parcouru par cette réaffirmation permanente du fait que c'est la colonisation qui a rendu antagonistes les identités arabes / musulmanes, et c'est déjà en soi problématique, et l'identité juive. Bon, Ariela Aïcha Azoulay, la résistance des bijoux. Tiens, je vais faire un petit sort au livre de poche. Donc, tiens, je vais faire un sort à ça. Les mots rares de Juliette Bréviliero. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, ni d'où ça sort, mais ça ne m'a pas du tout plu. C'est vraiment une poésie, c'est vraiment la poésie que j'aime pas du tout, qui passe son temps à faire des jeux de mots complètement gratuits. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce livre, donc voilà, c'est dit. Juliette Bréviliero, Les mots rares chez Galilée. Ça date de je sais pas quand, je sais pas, j'ai dû acheter ça d'occasion, je sais pas, 2021. Bon, j'ai aucune idée d'où ça sort. J'espère que c'était pas un cadeau et que la personne qui me l'a offert n'est pas en train de meurtre. Au moins, voilà, on sait ce que j'en pense. Un des premiers livres de Rachid Boudjedra, écrivain que j'ai pas lu depuis très longtemps, écrivain algérien, on revient sur l'Algérie. Voilà, bon, il se trouve que Claire avait lu ce livre il y a déjà un certain temps, il faisait partie de nos folios, et en préparant mes bagages pour aller en Afrique du Sud, je cherchais quelques livres de poche à mettre dans mon sac à dos pour avoir, notamment pendant les longs temps de transit, vol en avion, etc. Puisque voilà, la valise étant dans la soute. Et donc j'avais pris deux folios différents que j'ai lus, l'un à l'aller, l'autre au retour en fait. Donc je commence par celui du retour. La topographie idéale pour une agression caractérisée. Alors c'est un texte qui marque tous les traits stylistiques très forts de toute la première manière de Boudjedra, très sous influence de Faulkner, Claude Simon, on va dire, mais avec une vraie colère aussi, une vraie colère anticoloniale, mais très subtile dans sa langue aussi. Bon, il y a des choses un petit peu faciles, un petit peu rapides, il y a des choses un petit peu datées aussi, je pense, c'est-à-dire cette influence du nouveau roman, elle se fait sentir d'une manière qui la rend un petit peu datée. Très entre autres, comme tout le roman se passe, à l'exception des flashbacks ou des épisodes mémoriels liés au bled en fait, c'est-à-dire vraiment c'est décrit comme tel, c'est écrit et décrit comme tel, à l'exception de tous ces passages mémoriels, tout se passe dans le métro, puisque Topographie idéale pour une agression caractérisée raconte la façon dont un émigré qui vient juste d'arriver d'Algérie et de Marseille et qui arrive à Paris se perd, s'égare pendant des heures et des heures dans le métro jusqu'à être agressé, à être tué par des agresseurs racistes, pour le dire clairement. Et donc, c'est dit presque dès le début, donc on comprend ce qui va se passer, il n'y a pas vraiment de suspense par rapport à ça. En revanche, tout se passe dans le métro, donc tout est raconté de deux points de vue différents, dont le point de vue de l'émigré lui-même, qui ne comprend pas très bien ce qu'il voit, ou qui se perd dans ce métro, et qui décrit très en détail tout ce qu'il voit, les affiches, les panneaux, les couleurs, les personnes, et donc cette unité de lieu fait que pour quelqu'un qui, alors moi il se trouve que ça fait un petit moment que je vais plus trop souvent à Paris, que je connais pas, que voilà, le métro n'est pas un espace du quotidien pour moi, ni un espace familier, mais il l'a été à un moment donné, donc dans les années 90 et même jusqu'au début des années 2000, quand même, voilà, dans les années 90 j'ai vécu 2 ans à Paris, et ensuite pendant plusieurs années j'y allais très régulièrement pour le travail, donc dans les années 2002-2003, voilà, j'ai beaucoup arpenté le métro. Et donc ce qui est très étrange, c'est les effets et puis ça m'arrive régulièrement d'y aller, donc les petits changements, je les suis quand même malgré tout. Ce qui est très frappant, c'est de voir que là, le roman décrit le métro du début des années 70, et ce
qui est amusant aussi quand on lit ce roman, c'est tout ce qui est similaire, tout ce qu'on reconnaît clairement des atmosphères du métro et même des éléments très concrets, les panneaux, etc. Et puis tout ce qui relève d'un passé complètement oublié, enfin que moi j'avais oublié, et que j'ai pu connaître ponctuellement. Par exemple, je me suis redemandé, ah ben oui, c'est vrai qu'il y avait des premières classes, à quel moment ça s'est arrêté, toute la question des portiques, des tickets, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a des choses qui ont vraiment pas mal changé, et puis il y a des choses qui n'ont pas changé du tout. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est un peu étrange dans la lecture du roman. Bon, c'est un aspect un peu accessoire, mais vous l'avez compris, je fatigue. Euh, le livre de Romain Gary, le Vin des morts, qui est complètement hallucinant, c'est le premier roman en fait de Romain Gary qui a été publié à titre posthume à partir d'un manuscrit. C'est un manuscrit en plus en partie fautif, en partie incomplet, il manque des morceaux, donc il y a des parties manquantes un petit peu. Bon, ça m'a assez rapidement fatigué quand même parce que au début c'est c'est très prenant. Mais c'est quand même assez lourd, hein. C'est pas mal, il y a beaucoup de redites, je trouve beaucoup de répétitions. L'idée de départ est hyper intéressante, c'est-à-dire que voilà, il y a un personnage qui se trouve coincé dans un souterrain, dans les catacombes, et dans lesquelles il y a des squelettes partout. Et il se trouve en fait à discuter, en fait à dialoguer avec ces squelettes, et donc il se retrouve, il est au royaume des morts, il est perdu dans le royaume des morts, hein, donc c'est Orphée sans Eurydice un petit peu, et il a donc des espèces de discussions macabres, un peu grotesques, un peu burlesques, avec des morts. Et donc, il y a plein d'histoires complètement hallucinantes, avec le soldat inconnu, avec les amitiés entre des soldats français et des soldats allemands, hein. C'est un texte que Romain Gary a écrit à 19 ans, donc c'est peu après malgré tout, c'est peu après la Première Guerre mondiale, et c'est surtout dans toute cette période de l'entre-deux-guerres, avant la montée vers la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte, ou la descente, d'ailleurs, il faudrait mieux dire la descente vers la Seconde Guerre mondiale, comme on parle de descente aux enfers, ça fonctionnerait assez bien avec ce côté catabase du livre, Le Vin des morts. Voilà. Je vous ai expliqué les circonstances dans lesquelles j'ai lu ce roman de Romain Gary. Voilà, c'était dans l'avion qui me conduisait en Afrique du Sud. C'était il y a déjà un mois et demi. Voilà, je vous en parle pas davantage. C'est pas pour moi. Voilà, si je devais conseiller un livre de Romain Gary, il ne faudrait pas commencer quand même par celui-là. Un livre que j'ai lu parce que, je vous le montre, hein, histoire de ne pas vous laisser dans le suspense et les atermoiements. Comme j'ai lu le livre d'entretien entre Joseph Andras et Kautar Archi, j'avais fait une vidéo hors série à ce sujet d'ailleurs. J'ai eu envie de lire le texte que Kautar Archi a écrit sur sa famille et sur la manière dont elle a grandi et dont elle a grandi avec l'assignation raciale dans une France néocoloniale. Bon, c'est comme ça qu'elle le décrit. Voilà. Ce récit retrace le cheminement sensible, intellectuel et politique d'une enfant de l'immigration postcoloniale née dans l'Est de la France en 1987. L'autrice y revisite son passé, les événements et expériences qui ont constitué sa pensée d'aujourd'hui, formé son existence sociale. Et je ne lis pas la suite de la 4e de couverture, mais le récit est également nommé Enquête intersectionnelle. Donc déjà, voilà, c'est tout un programme. Alors ce texte, il date de 2021, il a été publié directement en poche, il me semble. Et donc, Kautar Archi, je pense que la 4e de couverture dit l'essentiel de ce dont il est question. Et c'est un texte qui est très sensible, qui est très fin, qui est très précis aussi, pardon, qui est très méticuleux dans sa description, dans sa tentative. Et là, on est vraiment dans l'autobiographie, c'est-à-dire sa tentative, excusez-moi, comme je fais plus du tout de montage, il y aura là tout, il y a tout. Il y a tout et tout. Pas que je fasse des blagues nulles en plus, c'est pas ça qui va m'empêcher de tousser. Donc je disais, oui, elle est très méticuleuse dans la manière dont elle essaie de se partager entre le regard qui était le sien quand elle était enfant puis adolescente, et puis le regard reconstructif, analytique, qui est le sien au moment où elle écrit ce livre à 30 ans passés. Donc c'est voilà, donc c'est un texte que j'ai bien aimé. Je vais pas y arriver là. Je me suis vraiment je me suis vraiment escané, comme on dit en gascon, compliqué.
Peut-être que si je lis, je vais y arriver, je ne sais pas. Bon, je me suis noté un certain nombre de pages. Je pense que je vais voilà, je m'étais noté un certain nombre de pages. Bon, je manque de temps de toute façon, et puis peut-être que la toux, le fait que je m'escanne est un signal divin, ou pas divin du tout, un signal corporel qu'il est temps d'arrêter. Donc voilà, donc alors juste pour terminer comme sur Kautar Archi, donc le premier livre d'elle que j'ai lu, c'est le livre d'entretien avec Joseph Andras qui vient de paraître chez Divergence, dont j'ai parlé dans un hors-série. Si vous ne retrouvez pas, redemandez-moi le lien. Et en fait, ce que je ne savais pas du tout, j'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo, c'est qu'elle est l'autrice d'une thèse qui a été publiée sur la question des écrivains, du rapport des écrivains postcoloniaux à l'écriture, au choix d'une langue d'écriture qui est la langue coloniale. Donc, qui est un thème évidemment extrêmement central des études postcoloniales, mais je ne savais pas qu'elle était spécialiste de ça et qu'elle avait écrit une thèse dessus. Donc voilà, le prochain livre de Kautar Archi que je lirai, c'est cet essai qui s'intitule « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve. Sur ces bonnes paroles, comme j'ai parlé 1h20 et que j'ai une grosse pile de livres, elle n'arrive pas encore tout en haut, je vais la montrer. Comme j'ai une grosse pile de livres à ranger, c'est pas trop mal. On va s'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne journée.